Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaris sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Pendant la période de confinement, via l'association Droit d'urgence dont il est président, Jérôme Justier a animé une mobilisation massive pour défendre les sans-abri. J'ai été particulièrement touchée par sa démarche qui a mêlé engagement personnel, expertise juridique, plan de communication structuré et démarche artistique. Cette conversation a eu lieu dans son cabinet d'avocat au tout début du déconfinement. C'est un des premiers épisodes que j'ai pu enregistrer en personne et non via une plateforme à distance. La pièce où nous sommes, haute de plafond, fait résonner la voix de Jérôme. Cette ambiance sonore, presque sacrée, se prête bien aux propos engagés de Jérôme au sujet de son métier d'avocat. Après une expérience au sein de grands cabinets internationaux dans le cadre de son parcours d'excellence de bon élève, Jérôme monte son cabinet dédié aux startups. Plus tard, la recherche de sens et ses doutes sur le projet de Startup Nation l'ont amené à créer le cabinet Métallo en 2018. La profession de foi de l'entreprise est « Entreprendre un monde meilleur ». Au cours de cet épisode, Jérôme nous partage comment il a réussi à trouver son équilibre en alliant ses convictions personnelles et son métier. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu nous reçois aujourd'hui, on se voit dans ton cabinet et sur ton site, dans ta bio, tu es présenté comme un avocat engagé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, s'il te plaît ? Alors je me rendais pas compte que j'avais écrit avocat engagé, parce que c'est vrai que c'est un terme que j'utilise pour les autres, mais pas pour moi. Voilà, alors bon, c'est pas mal ce retour que tu me fais, je vais aller vérifier tout de suite et me poser la question de savoir si je maintiens ou pas ce terme. Engagé, oui, alors c'est un peu présomptueux de se dire engagé, mais de fait je le suis. Je le suis parce que je mène beaucoup d'actions qui sont des engagements sociaux, voilà. En tant qu'avocat, déjà, je considère que le métier d'avocat te pousse à un engagement, de défendre quelqu'un, de défendre une idée contre une autre, donc c'est déjà une sorte d'engagement. Après, on peut vivre le métier comme étant un métier purement technique. Moi, je l'ai toujours vécu comme un métier d'engagement. Voilà. Ensuite, je suis président d'une association humanitaire de juristes et d'avocats qui s'appelle Droit d'urgence, qui est une action, alors là, d'engagement social, puisque depuis 25 ans, on travaille pour faire que l'accès au droit puisse être partagé par le plus grand nombre, ce qui ne l'est pas. Je suis aussi engagé au sens politique, alors non pas dans un parti, mais j'aime bien aller de l'action à la réflexion. Mon métier me nourrit beaucoup, mais je me contente pas de défendre un intérêt particulier, j'aime bien de l'intérêt particulier aller vers l'intérêt général. Voilà. Et donc je suis co-directeur d'Observatoire Justice de la Fondation Jean Jaurès. Chez moi, c'est un engagement fort parce que ça me permet
d'interroger des sujets de société que je tire de mon métier, mais de façon plus globale. Voilà. Là, par exemple, ça fait depuis 2 ans que je m'intéresse au statut des travailleurs de plateforme. J'étais ce matin au Sénat pour suivre un débat justement des sénateurs sur la réforme du statut des travailleurs de plateforme, qui sont quand même des hommes et des femmes dans des situations de précarité importantes. Voilà, je mène moi aussi des actions judiciaires en requalification de ces travailleurs en travailleurs salariés. J'ai travaillé sur un rapport que j'ai remis en janvier sur la coopérative comme alternative pour l'emploi et la représentation de ces travailleurs. Voilà, et puis donc ça c'est tout mon engagement, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Et est-ce qu'il y a d'un côté les engagements associatifs qui sont engagés et de l'autre côté ton activité, j'ai envie de dire économique, qui serait moins engagée? Comment tu vois les choses? Non, pas du tout, de plus en plus. Alors c'est vrai qu'au début de mon activité, les choses étaient un peu périmétrées. Parce que je n'avais pas le plein exercice de mon activité. J'ai été d'abord collaborateur, et puis après, donc pendant 10 ans dans des grandes structures internationales d'avocats à Paris. Après, j'ai monté ma boîte, mon premier cabinet d'avocats en 2007 jusqu'en 2017, où j'étais dans l'action entrepreneuriale. Je devais me prouver aux autres. À l'âge de la trentaine, qui fait qu'on doit tout prouver. Et puis Métallo, qui est arrivé après avoir soldé un peu les choses. Et Métallo, donc, est ce cabinet d'avocats que j'ai créé en 2018. Et là, c'est quoi? C'est la quarantaine? Est-ce que tu parlais de la trentaine? Non, tu parles, c'est la cinquantaine. C'est la cinquantaine. Non, j'y crois pas. C'est la cinquantaine. Et je dis que c'est le cabinet de ma maturité. Parce que c'est le cabinet de maturité, parce que là, justement, j'arrive à allier ma conviction personnelle et mon métier. Voilà. Et je suis très heureux de faire ça parce que pendant longtemps, j'ai un peu eu l'impression d'être schizophrène, être dans des grands cabinets d'affaires internationaux et m'occuper par ailleurs des laissés pour compte. Et donc, même si au bout du compte c'était un même engagement d'avocat, c'est-à-dire que je suis pareillement avocat quand je suis président de droit d'urgence, j'étais quand même face à une contradiction qui me déplaisait de plus en plus. Voilà. À la fois quand j'étais dans des grands cabinets internationaux anglo-saxons, où j'y suis allé parce que il fallait en être. C'est un peu le chemin de l'excellence. Quand tu es un bon élève, que tu fais du droit, que ça marche bien en droit. Alors voilà, quand tu es un bon élève, déjà au lycée, moi je partais de la génération où le parcours de l'excellence était l'école de commerce. Voilà. Et alors, l'école de commerce, moi, ça m'a jamais convenu. Je me retrouvais pas du tout dans ce parcours d'excellence. Faire du commerce, je trouvais que c'était vraiment pas du tout un métier d'excellence. Voilà. Mais sans véritablement le comprendre, ça m'attirait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'époque, en 87, si tu fais pas une école de commerce? Tu fais de l'économie, ou du droit. J'ai fait du droit, j'ai adoré le droit, parce qu'il y avait ce sens un peu politique au droit. Et puis après, quand tu fais du droit et que tu fais un 3e cycle et qu'on t'es à l'école de l'excellence, tu vas dans les plus grands cabinets internationaux où là, tu as l'impression d'être l'élite de l'élite. Et puis d'un autre côté, je faisais du théâtre à côté. Et puis j'étais un peu, perçu comme l'extravagant de service, un peu, la bête un peu bizarre. Jusqu'à ce que je me rende compte que ça m'allait plus du tout et que j'ai monté mon cabinet d'avocat tout seul. Et là, il m'est resté encore cette idée qu'il fallait, je ne pouvais pas faire comme les autres, comme les grands, mais qu'il fallait quand même. Et j'ai été un des premiers avocats précurseurs dans les domaines des start-up. Donc j'ai beaucoup contribué à la nouvelle économie, à la start-up nation. Parce que ça correspondait à mes compétences. Et puis je trouvais ça marrant de m'occuper des jeunes créateurs d'entreprises, parce que moi je suis moi-même porteur de projets, donc suivre les porteurs de projets. Puis je me suis rendu compte au bout de quelques années, mais il m'a fallu quelques années, que je servais toujours le même monde en fait. Des jeunes, blancs, surdiplômés, peu de femmes. Donc il y avait encore, et là j'avais pris la présidence de droit d'urgence, et je me disais, oui, là, c'est pas du tout
c'est pas du tout ce cabinet, même s'il me correspond et me représente, et j'étais très identifié à cette économie des startups, je ne m'y retrouvais plus. Et voilà, donc c'est pour ça que Métallo, dont la profession de foi est entreprendre un monde meilleur, voilà, me correspond aujourd'hui pleinement. Et donc, tu es passé d'une vie avec un peu deux tracks, celui de l'engagement au business classique, de l'excellence, et à un moment, bim, ça se rejoint, Métallo naît. Ouais. Comment tu expliques le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que tu sois passé à l'action ? Je suis passé à l'action par la douleur, c'est-à-dire que je ne me reconnaissais plus dans ce métier. En 2017, par exemple, avec l'arrivée de Macron, donc on était représentatif de la Startup Nation. Voilà, ce terme a été inventé à ce moment-là, et c'est ce terme qui m'a interpellé, c'est-à-dire, mais est-ce que je veux vraiment appartenir à cette Startup Nation dont je suis le produit ? Et peut-être le fer de lance et le pourvoyeur. Et j'ai commencé à entamer une discussion avec mes associés de l'époque, qui eux ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'on progressait, on était parti à 2 avocats, on était 25 avocats, donc ensuite il y avait toutes les marges de progression, on vivait bien, voilà, on était reconnus sur la place, et j'avais des doutes, mais je ne savais pas comment vraiment les exprimer, certainement avec beaucoup de maladresse. Et ce qui fait que ça arrivait à un conflit avec mes associés, jusqu'à la rupture. Et j'ai très mal vécu cette rupture, parce que j'avais l'impression d'abandonner ce que j'avais monté depuis, c'était mon bébé, quoi, c'était ma réussite professionnelle. Et le Métallo a été monté dans cette réflexion, hésitation, perte de sens, et puis doute. Et en fait, c'est toujours comme ça, moi, que je pratique. C'est-à-dire que pendant longtemps, je mature, un désintérêt, une désaffection, pour rompre et retrouver un peu, dans ces cendres, retrouver un nouvel élan. Et aujourd'hui, je suis complètement satisfait de cette nouvelle vie, même s'il a fallu remonter un cabinet de zéro. Et très rapidement, j'ai trouvé le bon équilibre entre mes convictions, et je suis très contente d'y être enfin arrivé après 25 ans de métier. Voilà. Félicitations. Je sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est par rapport au sujet qui nous anime, c'est faire qu'on arrive à faire de son métier une conviction, jusqu'un engagement. Oui, je rebondis sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, le fait que pour être un avocat engagé, ça avait été finalement possible à partir du moment où tu pouvais exercer la pleine puissance, la totalité du rôle. Tu avais l'air de lier ça à la posture d'entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, entrepreneur, c'est un terme aussi très galvaudé en ce moment. Tout le monde semble aspirer à être entrepreneur, ou tout le monde est un peu entrepreneur malgré lui. C'est le cas des chauffeurs, livreurs, qui sont juridiquement indépendants, mais très économiquement dépendants. Moi, je suis entrepreneur parce que j'agis dans le monde du business. Et être avocat, c'est aussi être un entrepreneur, puisqu'il faut monter une entreprise, avoir une clientèle, faire de la communication, du marketing. Et puis, j'ai également monté avec d'autres une association qui s'appelle Avotech il y a 2 ans, qui sont des avocats qui entreprennent dans leur métier des projets entrepreneuriaux qui sont à côté de leur cabinet d'avocats et qui sont notamment des plateformes numériques permettant une intermédiation entre des clients et des avocats. Voilà, donc je me reconnais complètement dans le terme d'entrepreneur. Et d'un autre côté, je trouve que le terme est aujourd'hui réducteur. Moi, je me définirais plutôt comme porteur de projet. Voilà. Créateur, voilà. Parce que j'ai au fond de moi une fibre artistique que j'ai peut-être un peu étouffée. Avant de commencer mon droit, je faisais du théâtre,
Mais bon, voilà, c'est voilà. Et j'essaye. Alors c'est marrant parce que on dit exercer son art, mais peut-être que entre l'artisan et l'artiste, il y a ce supplément de conviction, d'âme, je sais pas. Alors je prétends pas que les artisans n'ont pas de supplément d'âme dans leur métier, mais il y a quelque chose de différent entre entrepreneur et porteur d'une cause, porteur de projet. Voilà, je me reconnais plus dans porteur de cause qu'entrepreneur. Donc métallo, c'est à la fois une profession, à la fois une cause, à la fois sa création. Ouais, bon. C'est vrai que le métier. Moi, je fais partie de la génération, et est-ce que c'est un mal, c'est un bien, d'être très investi dans ma profession. Voilà. Je suis, même si j'ai d'autres activités. Mais oui, j'exerce de toute façon ma profession de façon différente, mais je tiens beaucoup à cette notion d'avocat. C'est-à-dire que avocat, pour moi, c'est plus qu'un métier. Voilà. Donc, sans être un sacerdoce, parce que et sans être je me suis jamais réveillé la nuit quand j'étais jeune en me disant je veux être avocat. Voilà. Mais tout a un peu contribué à ça. Tu nous disais que tu savais pas si vraiment tu étais un engagé, mais qu'en tout cas tu t'occupais des engagés. Ouais. Alors du coup, ça veut dire quoi, engagé ? Engagé, oui, c'est quelqu'un qui s'engage. Alors généralement, c'est pour les autres. Pour moi, c'est s'engager pour les autres. C'est porter la voix des autres. C'est être sensible aux autres. C'est fait d'empathie et de force. C'est être plus fort que les autres pour les autres aussi. C'est être plus visible que ceux qui ne le sont pas. Et peut-être aussi plus fort. En tout cas, tenter d'être plus fort que les autres. Voilà. Mais pas contre les autres. Et dans les différents projets que tu as portés, parce que tu parlais finalement, la clé c'était d'être porteur de projet. Ouais. Est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement heureux ou fier Ouais, moi je suis très fier de Droit d'urgence, en fait, de cette association qui a 25 ans d'âge, qui a été créée par des avocats de cabinet d'affaires, très inspirés de comment les avocats pratiquent aux États-Unis l'assistance juridique, c'est-à-dire en termes de pro bono, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution d'État comme ici, il existe l'aide juridictionnelle. C'est plutôt les grands cabinets qui vont faire, un peu dans le sens de la charity, quoi, voilà, de la philanthropie, qui vont intégrer dans leur propre cabinet une partie philanthropique, tandis que nous, c'est très institutionnalisé. Parce que cet engagement est très consubstantiel à mon métier d'avocat, c'est-à-dire qu'à l'école d'avocat, il y a 25 ans, on avait un stage externe qui nous permettait d'aller dans des associations ou des entreprises. Moi, j'ai choisi une association Médecins du Monde, où j'ai été stagiaire de Droit d'urgence, qui était une association qui venait de naître et qui avait besoin de jeunes avocats ou de futurs avocats pour tenir des permanences juridiques. Voilà. Donc en 25 ans, j'ai mené de front à la fois cet engagement social et mon métier d'avocat. J'ai commencé à faire des permanences, puis j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait de la médiation jusqu'à devenir président il y a 5 ans. Et je suis très fier de cette action collective qui perdure, parce que mener une association pendant 25 ans, c'est dur. On est confronté en plus à des réalités économiques fortes. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir mon côté aussi entrepreneur en tant que dirigeant d'association. Il faut manager des équipes, il faut être financièrement solide, il faut se battre pour son action, il faut être visible, voilà. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose aussi qui me dépasse, alors que le cabinet d'avocats restera toujours, lié à ma personne ou à mon équipe, mais là il y a quelque chose de transcendant, voilà, dans Droit d'urgence. Ouais, il y a quelque chose de transcendant. Puis surtout que, voilà, là par exemple, on a lancé en début de confinement une pétition sur le sort des personnes qui restent à la rue et qui sont restées à la rue, donc les SDF, les réfugiés, les exilés, les Roms, les mineurs isolés, voilà. Donc on a lancé une pétition sur change.org qui a fait plus de 100 000 signatures. Le ministre Julien de Normandie a répondu sur cette pétition en disant qu'il faisait.
ce qu'il peut. On a saisi le Conseil d'État. Voilà. Même si au bout du compte, on n'arrive pas à ce que l'on veut, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une action sur la société, voilà. Et d'être regroupé, et l'émotion d'être ensemble, le sentiment d'être ensemble, de partager ensemble des idéaux communs, de faire société. Voilà, ça m'importe beaucoup. Ouais. Et justement, pendant ce confinement, tu parlais de cette pétition, tu as été particulièrement actif, engagé à tous les sens du terme. Comment ça s'est passé? C'est le fait d'autant agir, c'était lié à une émotion, d'où ça venait? Oui, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de très actif et je me suis pas vraiment dit. Bon, j'ai compris qu'il y avait une période qui s'ouvrait à moi où j'allais être confiné. Moi, j'ai très bien vécu ce confinement. J'ai eu la chance de bien le vivre parce que j'ai un grand appartement, voilà, donc. J'ai très bien vécu ce confinement, mais très rapidement, j'ai comparé ma situation instinctivement aux gens qui n'étaient pas confinés. Et il m'est apparu très rapidement que y avait des gens qui ne pouvaient pas être confinés. Donc ça a été une prise de conscience immédiate, ce qui fait que j'ai appelé 2-3 copains que je savais influents, je savais que sur les réseaux ça pouvait. Donc on a écrit cette pétition, on a ouvert une boucle WhatsApp. En disant, on a ouvert une WhatsApp et j'ai dit aux autres, adressez-moi votre signature à travers mon adresse email. Et puis en 1 ou 2 jours, je ne pouvais plus traiter cette avalanche de signatures, ce qui fait que on a décidé de mettre la pétition sur change.org et en 8 jours, on a fait 100 000 signatures. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais je suis pas le seul à penser à ces personnes-là. Et alors, du coup, on a mis à jour notre pétition. On a fait, grâce au travail de Marc Melki, qui est un photographe et qui est très engagé auprès de ces populations, qui connaît un peu le showbiz. On a fait une vidéo avec des personnalités du monde du spectacle, de l'édition, où les gens ont lu un texte. Chacun à plusieurs voix, donc il y avait un côté polyphonique qui était assez sympa. On a fini par énoncer quelques extraits du discours sur la misère de Victor Hugo qu'il a prononcé en 1849. Donc il y avait une part d'engagement, voilà. Et puis petit à petit, puis le ministre a répondu à notre pétition, lui a répondu, voilà, ça. J'ai été très très étonné. Alors c'est vrai que organiser une pétition, répondre, ça prend pas mal de temps. Voilà, ça m'a bien occupé pendant 1 mois. Bon, je faisais pas que ça, je travaillais aussi en tant qu'avocat. Mais ça m'a conforté dans l'idée. Alors est-ce que c'était l'époque? Est-ce que c'était les réseaux qu'on a pu activer? Mais ça m'a conforté dans l'idée que les gens s'en foutaient pas forcément, les clochards dans la rue. Voilà. Paradoxalement, alors que l'indifférence est générale. Voilà. Oui, c'est touchant ce que tu expliques, parce que finalement, c'est parti d'un instinct, d'une intuition. Ouais. Ensuite, une fois que c'est devenu conscient, tu as pu passer à l'action, mais avec les démarches aussi artistiques, voilà. Finalement, tu as permis aussi de toucher les gens, pas simplement par la conscience intellectuelle, mais aussi par l'émotion. Par l'émotion. Et puis j'ai pu appeler par des réseaux que j'ai, parce que j'ai la chance d'avoir des réseaux. J'ai pu avoir un rendez-vous téléphonique très rapidement avec Julien de Normandie au téléphone, qui m'a écouté. On a parlé à un qui est le ministre de la Ville et au Logement, donc qui est le ministre le plus concerné par ces questions. Donc ça m'a permis d'alerter au plus haut niveau, voilà. Puis de me ressouder droit d'urgence à l'ensemble du tissu associatif qui est très important, Médecins du Monde, la Ligue des droits de l'homme, le GISTI, enfin il y a plus de 50 associations signataires. Voilà. Avec toujours cette idée de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, so what? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois que l'émotion générale est passée, comment on le traduit? Donc on s'est dit à droit d'urgence qu'on lâcherait pas. Donc voilà, donc on va continuer ce combat pour un logement digne et inconditionnel pour tous. Aujourd'hui, on est en train de demander une grande loi générale sur le logement. Voilà. Moi, je crois beaucoup aux idées minuscules qui deviennent grandes.
Faut juste attendre. Et agir. Il faut juste attendre. Je ressens un certain poids dans le attendre. Ouais. Tu disais, voilà, c'est quand même des actions, droit d'urgence dans l'ensemble, et puis l'action dernièrement dont tu parles, qui sont longues à mener, avec des hauts, des bas. Comment est-ce que tu tiens dans la durée ? Moi, j'étais quelqu'un de très impatient, très velléitaire et très impatient, très capricieux, je pense enfant, très impatient adolescent, dans ma vie d'adulte. Et puis avec l'âge, j'ai appris la patience, j'ai appris la détermination. Voilà, qu'il fallait convaincre. Alors mon métier, c'est un métier de conviction. Mais il ne faut pas y mettre trop d'ego. C'est-à-dire que quand tu plaides, tu sais que tu vas avoir tort ou raison. C'est binaire. Quand tu as tort, et même après 25 ans, quand on ne te donne pas de raison, une fraction de seconde, tu as une frustration terrible. Pouf. Et à chaque fois, ça me le fait. Puis après, tu passes à autre chose, il faut l'expliquer au client. Quand tu as raison, quand le juge te donne raison, tu as une espèce de montée de bonheur, de satisfaction, voilà, et qui peut t'embraser, tu vois. Donc je pense que je suis quand même toujours dans une passion, voilà, une passion raisonnée. Mais avec l'âge, j'ai appris à moduler mes passions, de faire que, alors, et paradoxalement, de faire ce que tu dis, je tiens sur la durée, voilà. Donc je suis pas si velléitaire que ça, au bout du compte. Il y a chez moi depuis que je suis tout jeune, des idées que je maintiens coûte que coûte, quoi. Voilà, qui me constituent, et que, au gré des circonstances, je les retrouve toujours un peu là, voilà. Moi, ce qui me met en colère, je suis quelqu'un d'assez placide. Bon, j'ai un caractère. Les gens tu interviewerais les gens qui me connaissent, je pense pas qu'ils te diraient que je suis placide. Mais bon, je me dis un peu placide. Un peu gentil, quoi, voilà. Aimant les gens, aimant les autres. Mais ce qui me met hors de moi, c'est l'injustice. Voilà. Voilà. Ça, c'est quand même un truc, l'injustice. Alors, c'est très lié à mon métier, mais l'injustice entre les hommes, entre les femmes, ça m'énerve. Et du coup, c'est un moteur aussi pour toi. Ah bah, c'est un moteur de toute ma vie. C'est-à-dire, ou même parfois, quand j'estime que les choses sont injustes envers moi, ça peut me faire réagir. Alors après, qu'est-ce qui est injuste pour toi, pour les autres ? Mais c'est ce qui me met vraiment en colère, l'injustice. J'ai une force, voilà. Je peux. Les gens qui m'ont connu en colère ne me reconnaissent pas. Voilà, je deviens une personne totalement différente. Donc il y a un excès en moi, sûrement, mais lié à l'injustice. Une situation que je vois dans la rue peut me mettre très en colère. Donc l'injustice, le moteur d'action. Le fait peut-être qu'on te donne raison, que tu puisses, de convaincre, de sentir que tu convaincs, c'est quelque chose qui t'apporte de l'énergie pour continuer. Oui. Quoique je sais que déjà dans la force de convaincre, il y a quand même quelque chose de très égocentré. Voilà, donc je me méfie de cette conviction de convaincre. Bon, c'est mon métier, donc il faut que je le fasse. Puis il y a des techniques. Mais plus que convaincre, oui, je veux que les gens se rallient à mes idées, mais c'est surtout que les gens aient encore... Moi, si je peux contribuer à ce que les gens aient des élans, des excès de justice, de sentiment de justice, voilà. Voilà. Et est-ce que tu as en tête une action, justement, auquel tu tenais énormément, ou un projet, et qui n'a pas abouti ? Oui. Et pourquoi, selon toi ? Tu vois, c'est drôle parce que il doit y en avoir plein, mais je ne le retiens pas. Un projet qui n'a pas abouti. Moi, un projet, alors je vais te parler d'un projet qui a demi-abouti. Voilà. Quand j'ai pris la présidence
de droit d'urgence. C'était une association qui était un peu vieillissante et autres. Et comme je suis dans le numérique, avocat du numérique depuis des années, je me suis posé la question de savoir comment le numérique pouvait aider à l'action sociale. Voilà. Et donc on a construit une plateforme qui s'appelle Droit Direct, qui est destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Et j'ai plaidé le fait que le numérique pouvait aider à l'action sociale. Ce qui n'est pas évident. Et j'ai pas encore convaincu tout le monde sur le fait que le numérique, même s'il peut il peut enclencher le pire, je pense aussi qu'il peut contribuer au meilleur. Voilà. Et à travers cette plateforme, j'en fais l'expérience, mais je n'arrive pas à convaincre que le numérique, il y a un bon numérique. Et aujourd'hui, je suis, comme avocat, en train de lutter contre les plateformes, les grandes plateformes. Et ça, pour moi, c'est un grand combat. C'est-à-dire que ces grandes plateformes nous montrent de ce qu'il y a de pire dans le numérique. Et moi, j'aimerais montrer qu'à travers Droit Direct et cette plateforme numérique d'accès au droit pour les femmes victimes de violences conjugales, j'aimerais montrer ce qu'il y a de mieux dans le numérique. Et je ne sais pas si j'y arriverai, voilà. Parce que c'est une lutte contre l'argent, contre la puissance. C'est une politique, c'est une politique nationale, c'est des grands États. Enfin, c'est géopolitique en fait. Voilà. Voilà. De quoi tu aurais besoin pour y arriver, selon toi ? J'aurais besoin de preuves par l'exemple, ce que je suis en train de faire, puis surtout d'une vraie force de conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais écrire une déclaration des droits de l'homme, avec un grand H, face au numérique. Voilà. Je pense qu'on a eu la déclaration des droits de l'homme, on a eu la déclaration universelle, voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut Alors, je suis juriste, donc je reste ce que je suis, mais il faudrait aujourd'hui un grand mouvement citoyen de déclaration de nos droits face au numérique ou avec le numérique. Déclaration des droits de l'homme face au numérique ou avec le numérique. Ou en tout cas, affirmer plus ce que sont nos libertés et nos droits et nos devoirs numériques. Ouais. Donc ça serait ton message fort. Ah ouais, ça j'aimerais bien. Être le René Cassin de ce sujet-là. De ce sujet-là, ou le Cambacérès, je sais pas. Voilà, moi j'ai des grandes figures comme ça. Voilà, ouais. C'est noté. Et pour conclure... Tu vois que je manque pas d'ambition, ni je manque peu d'humilité. C'est un défaut selon toi ? Eh bien, j'espère bien que tu vas pouvoir porter la voix sur ce sujet, je pense auquel on est tous et toutes de plus en plus sensibles. Donc, oui, je pense que ça vient. Pour conclure, quelle musique, quel titre tu auras envie d'écouter là maintenant, tout de suite ? Ah, moi j'adore Janis Joplin. Voilà, tous les titres. Cette femme est extraordinaire parce ses textes sont engagés, voilà, pour revenir sur ce terme. Et c'est cette brisure, c'est cette femme qui va jusqu'au bout de son excès, jusqu'à en mourir, avec la drogue, mais puis elle a une voix tellement humaine, tellement forte et faible. Un titre quand même en particulier ? Un titre, Cry Baby, voilà. Bien, merci beaucoup pour ce partage et puis pour m'avoir reçu en personne. C'est chouette d'échanger en vrai avec des personnes, pas via une plateforme justement, parce que c'est bien, ça a permis de continuer, d'avancer, exactement. D'être actif pendant cette période. Oui, voilà. C'est appréciable. Puis merci pour le travail que tu fais. Moi, je suis très curieux de voir l'ensemble de tes interviews. Là. Merci d'avoir joué le jeu et j'espère que notre échange
donnera envie à plein de gens d'agir et de s'engager. J'en suis sûr. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaris et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.